Cette histoire commence avec notre héros nommé Kuroga Nikki se préparant à partir s'entraîner. Pendant ce temps, il entend aux nouvelles que Stella Vermillon est entrée à la Night Academy avec le score le plus élevé. Après s'être habillé, il éteint la télévision et réfléchit à la façon dont certaines personnes pensent que la vie est très injuste. Ils soutiennent que ce que vous donnez au début déterminera jusqu'où vous pourrez aller. Cette pensée divise la société entre ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas. Il s'agit sans aucun doute d'une hiérarchie absolue qui se détermine dès la naissance et ceux qui ne sont pas doués ne peuvent pas surpasser ceux qui le sont, étant ainsi obligés de renoncer à tout ce à quoi ils aspirent. Cependant, Ikki se demande si les choses étaient censées se passer ainsi au départ. On nous montre ensuite un flashback à l'époque où il était encore un garçon et s'entraînait avec son grand-père. Le vieil homme dit qu'il doit certainement être frustré d'être plus faible qu'il ne le souhaiterait, et pour cette raison, il doit s'accrocher à ce sentiment car c'est la preuve qu'il n'a pas encore renoncé à lui-même. Après avoir terminé son échauffement, Ikki s'arrête devant sa résidence et invoque son épée qu'il appelle un Tetsu. Ensuite, il explique que les personnes qui ont la capacité de manifester leur âme sous forme d'armes sont connues sous le nom de blazers, et tous les blazers ont la possibilité d'être approuvés par l'organisation nationale et de recevoir le titre de Magic Knight, et c'est exactement son plus grand objectif. Il se rend ensuite à son appartement et remarque une paire de bottes pour femme dans l'entrée. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il se retrouve face aux écrans, vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il l'interrompt, disant à la fille qu'il n'a pas l'intention de s'excuser, disant qu'il n'a rien vu. Au lieu de cela, il propose qu'il se déshabille également jusqu'à ses sous-vêtements, afin qu'il soit sur un pied d'égalité. Mais, en entendant la proposition, Estla finit par lui donner une grosse gifle. Après cette belle scène, nous découvrons que l'Académie Again est l'une des académies de chevaliers les plus prestigieuses du Japon, car cette académie remporte toujours le festival des 7 étoiles, qui est un festival très important qui a lieu chaque année. Cependant, ces dernières années, leurs résultats n'ont pas été très bons. À cause de cela, une femme nommée Kurono a pris le contrôle de cette école. Maintenant, nous voyons Kiki est devant Estla, et il a la marque de sa main sur son visage, une légère conséquence de l'avoir vu en sous-vêtements. Et à cause du crime qu'il a commis, on lui demande d'assumer sa responsabilité de chevalier devant la princesse. Alors, quand il retrouve Estla, Ikki s'excuse et explique qu'il n'avait pas l'intention de la voir pendant qu'elle se transformait. Elle lui dit alors que s'il veut son pardon, il lui suffit d'effectuer un harakiri, un ancien rituel de samouraï pratiqué pour purifier son honneur, se tuant au passage. En entendant cela, Ikki lui demande si elle plaisante, car il n'est pas prêt à perdre sa vie pour quelque chose d'aussi trivial. Soudain, nous voyons Kurono quitter le bureau et souhaiter bonne chance au couple, et lorsque cela se produit, nous réalisons qu'Estla est toujours très en colère. Elle commence à manifester sa magie du feu devant lui. Il s'éloigne ensuite et avoue qu'il ne pouvait pas la quitter des yeux car il la trouvait très belle. Ce commentaire rend Estla extrêmement embarrassée, et les extincteurs sont activés par sa magie du feu, ce qui la laisse complètement mouillée. Après s'être calmée, Ikki en profite pour lui expliquer que la pièce dans laquelle elle se trouvait est en fait la sienne également. En entendant cela, Estla devient encore plus irritée, pensant qu'il invente une excuse pour entrer dans sa chambre. À ce moment-là, Kurono revient au bureau pour les informer qu'elle avait oublié de leur dire, mais qu'à partir de maintenant, ils partageront la même chambre. Elle montre les badges et explique que cette décision a été prise parce qu'Estla est la plus forte et Kiki est considéré comme le plus faible, ce qui les rend parfaits pour devenir camarades de classe, équilibrant ainsi leur niveau. Malgré cela, Estla n'aime pas l'idée et refuse de l'accepter. Kurono suggère alors que si elle n'est pas d'accord, elle peut quitter l'académie immédiatement. Face à cela, Estla finit par accepter, mais impose quelques conditions. Ikki ne peut pas lui parler, ne peut pas ouvrir les yeux et ne peut même pas respirer près d'elle. En entendant ces règles, Ikki lui demande au moins de lui permettre de respirer par la bouche. Cependant, Estla refuse, prétextant qu'elle goûterait le même air que lui. Pour résoudre la situation, Kurono propose un duel entre les deux où le perdant doit obéir au gagnant. Ikki considère cela comme juste et accepte le défi. Cependant, Estla se moque de lui, disant qu'un chevalier de rang F ne pourrait jamais vaincre un chevalier de rang A. Mais Ikki répond qu'il a confiance en son entraînement et qu'une bataille n'est décidée que lorsqu'elle a lieu. Estla accepte le défi, mais ajoute une condition supplémentaire. Le perdant sera non seulement obligé de suivre une simple règle de chambre, mais devra également obéir au gagnant pour le reste de sa vie. Peu importe à quel point cela est humiliant, il deviendra un serviteur qui suivra tous les ordres comme un chien. Plus tard, Estla se prépare à la confrontation. Pendant ce temps, elle se souvient pourquoi elle est à la salle de sport. Son pays est petit et elle veut devenir plus forte pour le protéger. Par conséquent, elle donnera tout contre Ikki, même s'il est un chevalier de rang F. Lorsqu'elle termine ses préparatifs, on voit que tout le monde dans l'académie est déjà au courant du duel. Beaucoup se demandent pourquoi une princesse aussi puissante a accepté ce défi. Et maintenant, nous voyons qu'Ikki attend déjà sur le champ de bataille et Corona semble surprise qu'il ait accepté le défi. Ikki répond qu'Estla est quelqu'un qu'il devra affronter tôt ou tard pour atteindre son objectif, qui dans ce cas est de remporter le tournoi des 7 étoiles. C'était parce que c'était la condition que le directeur lui avait imposée pour qu'il puisse obtenir son diplôme de chevalier. Estla arrive ensuite sur le champ de bataille et commente qu'elle a entendu dire que l'académie n'autorise pas Ikki à participer au cours de combat car il ne répond pas aux statistiques magiques officielles. Elle lui suggère donc d'abandonner l'idée de devenir un chevalier magique. Cependant, Ikki n'a pas l'intention d'abandonner le duel. Estla lui demande alors s'il croit vraiment que les gens qui comptent sur le travail acharné peuvent surpasser même les plus talentueux. Et Ikki répond qu'il veut y croire. En entendant cela, Estla réfléchit à son passé et à la façon dont, dans son royaume, elle a été qualifiée de talentueuse sans que personne ne reconnaisse les efforts qu'elle a fait pour devenir plus forte. Le réalisateur Chrono explique
ensuite que cette bataille entre eux sera une simulation car les attaques reçues ne seront pas réelles en raison de la technologie utilisée. De cette façon, ils peuvent se battre de toutes leurs forces sans craindre de blessures graves. Lorsque le combat commence, tous deux invoquent leurs armes et se préparent au combat. Estla se rend vite compte qu'Iki est capable d'esquiver toutes ses attaques, même s'il est un chevalier de rang F. Cela la met en colère et elle le met au défi d'essayer de continuer à s'enfuir. En observant ses mouvements, elle se rend compte qu'il anticipe ses coups. Alors, pour tenter de tromper Iki, Estla fait une fausse attaque, mais il est trop rapide pour être attrapé. Impressionnée par son habileté, elle décide d'utiliser son véritable pouvoir. Cependant, Iki révèle également sa véritable force, et Estla ne peut tout simplement pas suivre ses mouvements. À la fin, il la bête en utilisant un mouvement appelé Itoshura. Avec cela, il sort victorieux, mais en raison de son manque de pouvoir magique, il s'évanouit, tout comme Estla. Plus tard, Estla se réveille à l'hôpital et avoue au directeur qu'elle avait oublié le sentiment de perdre depuis de nombreuses années. Ensuite, elle demande des nouvelles d'Iki. Chrono explique qu'il se repose, car il ne peut effectuer qu'une seule attaque magique par jour. Curieuse, Estla demande comment il est possible qu'un chevalier de rang F ait pu la vaincre, et s'il a autant de pouvoir, pourquoi est-il encore à ce niveau? Chrono précise ensuite que les chevaliers sont jugés par leur pouvoir magique et non par leurs compétences au combat. À cause de cette méthode d'évaluation des gens, Iki a été soumis à de nombreuses injustices, mais il n'a jamais abandonné et a continué à s'entraîner pour devenir plus fort. Après cela, nous voyons Estla aller dans la chambre et il trouve Iki endormi sur le lit du haut. Elle remarque que sa chemise est relevée et en profite pour toucher ses muscles. Cependant, elle commence bientôt à se demander si ce qu'elle fait est bien, mais finit par conclure qu'elle ne fait que compenser le fait qu'il l'a vu en sous-vêtements plus tôt. En touchant son corps, sa main se coince sur le bras d'Iki, ce qui la laisse dans une situation très inconfortable. Estla essaie de se libérer, mais finit par perdre l'équilibre et s'asseoir juste au-dessus de lui. Lorsqu'elle parvient enfin à se libérer de son emprise, elle tente à nouveau de toucher son abdomen, mais est pressée par le corps d'Iki. Soudain, Iki se réveille et lui demande ce qu'elle fait sur lui, et Estla, effrayée, finit par se cogner la tête contre le plafond en essayant de se relever. Plus tard, Iki soigne le front d'Estla, et elle s'excuse de l'avoir regardé de haut. Elle admet qu'elle était également considérée comme talentueuse et chanceuse, mais regrette maintenant d'avoir porté le même jugement à son égard, et en se souvenant du combat, elle réalise qu'il ne devrait pas être traité de cette façon. Puis, Iki lui demande si elle sera vraiment sa servante, comme elle l'a proposé. Estla répond alors que tout ce qu'elle a dit avant n'était que figuratif. Iki commente qu'il est dommage que la royauté ne tienne pas ses promesses, et irritée, Estla déclare qu'elle fera tout ce qu'il lui demandera à partir de maintenant. Le lendemain, Iki commence sa routine d'entraînement matinal. Juste derrière lui, on voit Estla complètement épuisée par l'exercice. Iki explique ensuite que sa routine consiste à courir 20 km chaque matin, mais si c'est trop pour elle, elle n'est pas obligée de continuer. Estla, cependant, insiste sur le fait qu'elle peut le suivre. Malgré cela, Iki souligne qu'elle possède un grand pouvoir magique, ce qui compense son manque de force physique. Elle n'a donc pas besoin de trop s'entraîner. Mais Estla, têtue, lui demande de ne pas s'inquiéter car elle peut gérer la situation. Iki commente qu'elle est très compétitive et lui offre sa boisson énergisante, mais Estla est gênée car boire dans la même bouteille que lui serait comme un baiser indirect. Iki, réalisant cela, s'excuse de lui avoir offert son biberon car il sait qu'elle n'aimerait jamais quelque chose comme ça. Mais à sa grande surprise, Estla dit que cela ne la dérange pas. Elle lui prend alors la bouteille et la boit, ce qui laisse Iki surpris. Après cela, Estla remarque qu'Iki est de bonne humeur, alors il révèle que sa jeune sœur, Shizuku, commence à étudier à l'académie à partir d'aujourd'hui. Il dit qu'il ne l'a pas vue depuis 4 ans, et Estla lui demande si elle est sa sœur de sang ou si elle est juste une sœur de considération. Iki répond alors qu'ils sont de vrais frères, enfants des mêmes parents. Cette réponse plaît à Estla, qui leur demande de continuer l'entraînement. Maintenant, dans un changement de scène, l'enseignante Yuri se présente à sa classe, disant que c'est la première fois qu'elle dirige une classe. Elle les informe ensuite qu'ils n'auront pas cours ce jour-là, car elle répondra à toutes leurs questions sur ce que le directeur Kurono a dit lors de la cérémonie d'ouverture. À ce stade, il est expliqué qu'auparavant, l'académie sélectionnait les participants au tournoi en fonction de leur score de compétences. Cependant, à partir de cette année, la sélection se fera à travers un véritable combat auquel tous les élèves devront participer et les 6 meilleurs finalistes seront les représentants de l'école au tournoi de cette année-là. Cette méthode est simple et équitable pour tout le monde, donc les combats commenceront la semaine prochaine et les étudiants seront avertis par SMS. Plus tard, Estla demande au professeur Yuri combien de combats ils auront au total. Yuri répond qu'il y aura probablement environ 10 combats par personne et que chacun aura un combat tous les 3 jours environ et que ceux qui décident de ne pas combattre pourront se retirer de la compétition à tout moment et cela n'affectera pas leur classement. Yuri dit également que donner à chacun une chance équitable est une chose merveilleuse, elle espère donc que tout le monde sera motivé à participer cette fois-ci. Finalement, elle souhaite bonne chance à tous les étudiants, mais à cause de son excitation, elle finit par avoir un saignement de nez et s'évanouit. Plus tard, nous voyons Iki et Estla emmener Yuri à l'infirmerie. Là, l'enseignante s'excuse pour l'incident et dit que comme c'était son premier jour, elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle était malade, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Ensuite, Iki avoue à Estla qu'il doit son entrée à l'académie au professeur Yuri, car c'est elle qui l'a accéléré. Cependant, Yuri précise que c'est son talent qui l'a amené là, même si sa dernière année a été complètement malchanceuse. Alors qu'il quitte l'infirmerie, Estla demande à Iki ce que Yuri entendait par malchanceux et il explique qu'il n'a pu assister à aucun cours l'année précédente, car en raison de son niveau de magie, il n'a même pas pu assister au cours. Et juste au moment où Iki est sur le point d'expliquer davantage ce qu'il vient de dire, une fille à lunettes l'attrape par le cou.
En voyant cette situation, Estla demande une explication sur qui est cette fille et Ikki, surpris, répond qu'il se demande aussi la même chose car il n'a aucune idée de qui elle est. La fille leur informe alors qu'ils sont camarades de classe et se présente comme Kagame. Elle avoue également qu'elle est devenue une grande admiratrice d'Ikki depuis qu'elle a été témoin de son combat contre Estla. En fait, elle envisage l'idée de créer un club de journalisme et souhaite qu'Ikki soit le titre de la une. Elle demande donc une interview exclusive avec lui. À ce stade, Estla félicite Ikki pour sa popularité soudaine depuis le premier jour d'école et continue son chemin. Immédiatement, Ikki lâche Kagame et s'en prend à Estla. Mais alors qu'il est sur le point de l'atteindre, il entend une voix familière exprimant son soulagement de l'avoir enfin trouvé. Puis, il réalise que cette personne est Shizuko, la deuxième meilleure élève de la première année et la sœur cadette d'Ikki. Ikki s'excuse auprès de Shizuko de l'avoir obligé à le chercher et dit qu'il ne l'a presque pas reconnu à cause de son changement. Soudain, Shizuko se jette sur lui et l'embrasse. À ce moment-là, nous voyons les yeux de Kagame s'illuminer alors qu'elle attrape rapidement son appareil photo pour prendre une photo qui, nous le savons, sera le titre de la journée. De son côté, Estla est en état de choc face à ce qu'elle vient de voir. Estla exige alors qu'Ikki explique son comportement, mais il reste immobile, perplexe face à la situation. Au lieu de cela, Shizuko répond qu'il est naturel que deux frères et sœurs liés par le sang s'embrassent. Elle mentionne même que dans certains pays étrangers, les gens se saluent avec des baisers. À ce moment-là, Ikki demande à Shizuko si c'est vrai. Cependant, Estla intervient et commente que dans son pays, les frères et sœurs ne s'embrassent pas de cette façon et qu'elle considère cela comme un acte quelque peu inapproprié. Kagame confirme ensuite qu'en réalité, dans aucun pays, cette pratique n'est courante. Par conséquent, Ikki demande à Shizuko si elle a entendu ce que les filles ont dit, mais Shizuko répond qu'elles sont les autres et que leur situation est très différente. Elle argumente en disant qu'elle a passé 4 ans à vouloir dormir à côté d'Ikki et en entendant cela, Ikki gronde Shizuko et lui rappelle qu'elle est une dame. Donc, elle ne devrait pas s'exprimer de cette façon. Juste avant que Shizuko ne l'embrasse à nouveau, Estla demande à Ikki pourquoi il a permis que cette situation continue. Elle lui exprime ensuite sa gratitude pour l'avoir sauvée de cette situation. Après cela, nous voyons Shizuko confronter Estla, lui demandant pourquoi elle a interféré et interrompu la communication entre les roturiers. En réponse, Estla déclare que cette communication embarrassante entre frères et sœurs ne devrait pas exister. Shizuko répond alors que c'est une décision qu'elle et Ikki doivent prendre ensemble, suggérant que la princesse Estla, qui n'a aucun lien avec eux, ne devrait pas intervenir. Soudain, Estla fait comprendre qu'elle a un lien avec Ikki car il est son maître et elle est sa servante. En entendant cela, Ikki lui rappelle qu'ils avaient convenu d'oublier cet accord. Cependant, Kagami, qui a déjà écouté toute la conversation, dit qu'elle prévoit de publier tout cela dans le journal de l'école. Ikki essaie de la persuader de ne pas publier ce titre mais Estla lui assure qu'elle n'y voit aucune objection. Elle lui rappelle qu'après la bataille, il lui a demandé de partager son lit. Shizuko demande immédiatement à Ikki si c'est vrai. Il essaie de clarifier la situation en disant qu'elle fait référence au lit superposé mais il est trop tard pour expliquer car Shizuko a déjà invoqué son arme. Ikki essaie de l'arrêter disant qu'il est interdit d'utiliser ses pouvoirs sans permission. Mais soudain, il se rend compte qu'Estla a également invoqué son arme et est prête à affronter la sœur d'Ikki. Ikki tente d'intervenir pour éviter les problèmes mais face aux menaces des deux, il est contraint de battre en retraite. Shizuko insulte ensuite Estla, la qualifiant de princesse sans classe. En réponse, Estla rétorque en disant qu'il semble que Shizuko soit jalouse, l'insultant pour être vulgaire et peu attirante. Dans un changement de scène, nous voyons que les filles ont été punies par le directeur et chargées de nettoyer les 27 salles de bain de l'académie pendant une semaine. Le directeur commente ensuite qu'il devrait être reconnaissant de ne pas avoir été expulsé pour avoir enfreint le règlement de l'école car les combats dans des endroits non autorisés sont interdits. Après avoir fini de nettoyer les salles de bain, Estla dit à Shizuko qu'elle ne lui pardonnera qu'une seule fois. Cependant, Shizuko suggère qu'il serait préférable pour Estla de rester loin de son frère car elle ne pourrait jamais le comprendre. Estla répond alors que si elle n'explique pas ce qui se passe, elle ne pourra jamais comprendre. Shizuko avoue alors qu'elle ne sait pas ce que ressent son frère en ce moment car sa famille le traite comme s'il n'existait pas. Ensuite, nous voyons que dans la chambre de Shizuko, sa nouvelle colocataire, Nagi, l'attend et exprime son inquiétude quant à son retard. De l'autre côté de l'écran, on voit Estla attendre Ikki à l'entrée des dortoirs. À son retour de l'entraînement, elle le gronde de ne pas l'avoir attendu pour s'entraîner ensemble. Cependant, Ikki explique qu'il a supposé qu'après avoir nettoyé toutes les salles de bain, elle arriverait fatiguée, alors il a décidé d'aller de l'avant. Soudain, Estla lui demande ce que Shizuko voulait dire lorsqu'elle a mentionné qu'il avait été traité comme s'il n'existait pas. Ensuite, Ikki avoue qu'il était sur le point de lui raconter cette histoire, mais prévient qu'elle est un peu ennuyeuse et triste. Il est révélé plus tard qu'Ikki est un descendant du plus grand guerrier du Japon. Sa famille, depuis des générations, a produit les chevaliers les plus forts du pays. Ainsi, parce qu'il est né avec peu de pouvoir magique, il a été ignoré et laissé seul, et même lors des réunions de famille, il n'y avait jamais de chaise pour lui. C'est alors que, le jour de Noël, il n'en pouvait plus et décida de fuir cette situation, mais finit par se perdre dans une forte tempête de neige. À ce moment-là, il pensait que ce serait très frustrant de finir comme ça. C'est alors que son grand-père apparut devant lui et le sauva par ses paroles. À partir de ce moment, Ikki a décidé qu'il voulait être un homme comme son grand-père et qu'un jour il serait capable de rendre ses mots à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il décide alors de se renforcer par lui-même et entre à l'académie des chevaliers de Raga. Cependant, les membres de la famille Kurogan n'étaient pas ravis que quelqu'un qu'ils considéraient comme un échec soit devenu chevalier. Ils ont rencontré l'école pour créer des exigences standardisées en matière de présence en classe, une mesure mise en œuvre par l'ancien directeur qui l'a clairement empêché
empêcher d'obtenir son diplôme. Mais grâce au nouveau directeur, il a désormais une nouvelle opportunité. Il croit toujours que de telles attaques continueront à se produire à l'avenir, mais il n'a en aucun cas l'intention d'abandonner. Après cela, nous découvrons que la relation entre Naji et Shizuko se passe très bien. En fait, Shizuko se sentait suffisamment à l'aise pour partager avec Naji ce qui se passait avec son frère. Shizuko révèle qu'elle a décidé de lui donner tout l'amour dont il a besoin, tout cela pour compenser l'amour qu'il n'a pas reçu de ses parents. Shizuko finit par réaliser qu'elle a trop partagé avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Cependant, Naji, qui est un homme mais pour une raison quelconque dans les sous-titres de l'anime, il est traité comme une femme, lui assure qu'à partir de maintenant, ils passeront beaucoup de temps ensemble et qu'elle peut lui faire confiance pour exprimer ses sentiments. Plus tard, nous voyons Iki prendre un bain quand soudain Estla entre dans la salle de bain. Elle justifie sa présence en disant qu'une femme de chambre de premier ordre sert son maître sans qu'on ait besoin de le lui demander, ce qui est vraiment incroyable. À cela, Iki reste sans voix et lui permet de faire ce qu'elle veut. Cependant, lorsqu'elle l'aide à prendre une douche, le haut de son maillot de bain tombe par terre. Iki se rend compte du fait et Estla finit par se sentir très gênée. Le lendemain matin, ils font leur entraînement habituel et quand il se termine, Estla dit qu'Iki a reçu un message concernant sa première bataille qui sera contre un garçon de 3e année. Iki essaie ensuite de partager des informations sur son adversaire afin de pouvoir formuler une stratégie contre lui. Cependant, Estla refuse de l'écouter car elle voit les batailles comme une préparation à de futures confrontations réelles dans lesquelles les informations sur l'ennemi ne sont généralement pas disponibles. En entendant cela, Iki avoue à Estla qu'il pense qu'ils sont très différents, mais il sent aussi qu'il peut très bien s'entendre avec elle, quelque chose qui ne lui est jamais arrivé avec personne auparavant. Profitant de l'occasion, Estla tente de l'inviter à la réunion du lendemain. Cependant, sa proposition est interrompue par un message de Shizuko invitant son frère à aller faire du shopping, une invitation qu'il accepte immédiatement. Plus tard, nous voyons qu'Estla a trouvé un moyen de rejoindre la sortie des frères. Soudain, nous voyons qu'à côté de Shizuko se trouve Naji, sa colocataire. En remarquant sa présence, Estla devient curieuse de la façon dont Naji est habillé, ne sachant pas s'il est un homme ou une femme. Naji provoque immédiatement un tollé et demande à Iki de ne pas le regarder de cette façon. Ensuite, Iki demande à Naji s'il est un garçon et Naji répond que biologiquement oui, mais que son cœur est celui d'une dame. Naji tente alors de séduire Iki avec son charme, mais est interrompu par Shizuko qui enfreint à nouveau les règles de l'école en utilisant son pouvoir pour le menacer. Le groupe se dirige ensuite vers un café à la suggestion de Naji et pendant que Shizuko savoure sa glace à la vanille, Iki remarque de la nourriture sur sa joue et l'essuie avec sa main. Estla essaie ensuite de faire la même chose pour attirer l'attention d'Iki, mais se retrouve avec le visage plein de crème. Iki lui suggère donc de prendre une serviette pour se nettoyer. Plus tard, nous avons trouvé Iki et Naji dans la salle de bain. Iki commente qu'il est surpris que sa sœur soit si ouverte avec lui puisqu'elle ne se fait normalement pas d'amis, encore moins avec les garçons. Naji précise que c'est naturel puisqu'il est une fille. Soudain, Naji se rend compte qu'il y a beaucoup de bruit dehors et il décide de se cacher. On voit ensuite que le centre commercial dans lequel il se trouvait a été pris d'assaut par des criminels et certains d'entre eux ont détruit les toilettes avec des armes à feu. Heureusement, Naji réagit à temps et utilise sa technique pour briser le mur et sortir de la situation indemne. Iki demande ensuite à Naji quelle est sa capacité et il explique qu'il peut contrôler les ombres et se déplacer à travers elles. Naji et Iki se rendent ensuite dans la salle de surveillance du centre commercial et contactent Akurono, le directeur de l'académie. Elle informe Iki que l'incident a été couvert par tous les médias et que le centre commercial est encerclé par la police. Elle révèle également que les criminels font partie d'une organisation dirigée par les Blazers et qu'ils exigent une somme d'argent exorbitante. L'académie leur donne donc désormais la permission d'utiliser leur pouvoir mais les avertit de ne prendre aucun risque. Puis, dans un changement de scène, nous voyons que Shizuko et Estla ont été capturés avec les autres otages par les criminels. Malgré cela, Shizuko a un plan et prévient Estla que tout ce qu'elle doit faire est d'éviter d'attirer trop l'attention sur elle. Cependant, une mère et ses enfants sont harcelés par l'un des criminels et sont sur le point d'être tués. Estla finit par être obligée d'intervenir et son identité est immédiatement révélée. À ce moment précis, elle arrive à l'endroit où se trouve le chef des criminels et le frappe de toutes ses forces. Mais le chef riposte avec son habileté qui fonctionne à la fois comme un crime et comme une punition. Sa main droite absorbe tous les coups et sa main gauche attaque l'adversaire. Le fait de recevoir sa propre attaque laisse Estla très affaiblie, alors le chef des criminels propose de pardonner aux otages en échange de ses excuses à genoux devant lui. Il lui demande également de se déshabiller car cela sera très amusant. Alors qu'Estla suit ses ordres, Iki et Nag restent complètement cachés. Voyant ce qui arrive à Estla, le chef tente d'attaquer le chef une fois pour toutes mais est arrêté par Nag. Il dit ensuite à Iki qu'ils doivent attendre que Shizuko crée une barrière sur les otages pour sauver tout le monde. Soudain, nous voyons Shizuko activer son pouvoir aquatique et créer une barrière. C'est le signal pour qu'Iki commence à se battre. Les criminels remarquent sa présence et commencent à tirer dans sa direction. Alors, Iki décide d'activer sa capacité et après l'avoir fait, tout commence à se passer au ralenti. Il analyse l'environnement qui l'entoure et parvient à couper la main du chef des criminels afin qu'il ne puisse plus utiliser ses techniques cachées. Il agonise et demande de l'aide à l'un de ses compagnons, mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que tous ses alliés ont déjà été vaincus par Estla. Sans issue, le leader tente d'attaquer Iki, mais est arrêté par Nag, qui l'immobilise avec sa technique. À ce moment-là, un infiltré parmi les otages s'empare d'une femme et menace de la tuer s'ils ne suivent pas ses ordres. Mais soudain, nous voyons que depuis l'ombre, un mystérieux garçon attaque le criminel et sauve la femme de la situation. Plus tard, il est révélé que ce garçon s'appelle Kuraudo, mais je raconte
raccourcirait son nom en Kura et il est étudiant à la Night Academy. Le fait que Kura ait agi au dernier moment et sans soit attribué le mérite ne plaît pas du tout à Shizuko et Estla qui pour la première fois sont d'accord sur quelque chose. Malgré cela, Ikki décide de le remercier de l'avoir sauvé à ce moment-là, mais Kura le fusille du regard et l'informe que sa prochaine bataille sera contre lui et il espère que cette fois il ne s'enfuira pas comme un lâche. Nous voyons maintenant Estla dans sa confrontation avec un ennemi senior qui a une capacité particulière qui le protège des attaques. Estla est évidemment supérieure à cet ennemi, cependant, les spectateurs doutent qu'elle puisse gagner cet affrontement car elle a été clairement vaincue par Ikki qui est classé F. Ces commentaires découragent Estla qui offre à son adversaire la possibilité de battre en retraite car elle sait qu'il ne pourra pas la vaincre. Son ennemi, après un moment de réflexion, décide de se rendre, laissant Estla comme vainqueur du match. Plus tard, nous voyons Estla prendre une douche tandis que Nagi et Shizuko l'attendent dans les vestiaires. Lorsqu'elle sort de la douche, elle les félicite d'avoir affronté leurs adversaires et d'être également sortis victorieux, mais à ce moment-là, Akagami apparaît avec sa caméra portable pour leur poser quelques questions. Nagi découvre qu'Akagami fait partie du club de journalisme, ce qui le rend très excité car il pense qu'ils pourraient être de bons amis et faire équipe pour découvrir des potins. À ce stade, nous remarquons qu'une aura sombre commence à se former autour d'eux et ils parlent de choses que personne ne devrait savoir sur les étudiants. Plus tard, nous voyons Ikki dans son appartement, concentré sur l'analyse des combats de son prochain adversaire. Quand Estla arrive, elle lui demande s'il regarde le même combat depuis son départ. Il explique ensuite que cette personne est connue sous le nom de chasseur car son style de combat consiste à attaquer depuis long. Son nom est Kirihara et si ce même Kirihara devait affronter Estla, il abandonnerait rapidement en raison du style de combat d'Estla qui lui permet de combattre à distance. Estla comprend tout ce qu'Ikki veut dire. Elle se rend compte que le style de combat de Kirihara est un problème pour Ikki car il rend une confrontation au corps à corps plus difficile. À ce moment-là, Ikki se rend compte qu'Estla s'inquiète pour lui et elle avoue qu'elle ne veut tout simplement pas qu'il perde contre quelqu'un comme ça. Plus tard, Ikki part pour son entraînement supérieur à celui de Setama et en chemin, il rencontre Nagi. Nagi l'attend à l'extérieur des dortoirs pour lui parler car il a entendu dire que l'année dernière, Ikki et Kirihara s'étaient battus. Ikki explique à Nagi que sa famille avait des liens avec l'ancien directeur de l'académie et qu'il cherchait une raison pour l'expulser. Un jour, Kirihara le défia en duel pour prouver s'il avait les compétences nécessaires pour rester à l'école. Cependant, Ikki était conscient de ses intentions et n'a pas accepté le duel. Alors qu'il se tournait pour partir, Kirihara l'attaqua par derrière et il dut encaisser chaque coup car toute action visant à les éviter pouvait signifier son expulsion de l'école. En entendant tout cela, Nagi lui demande combien d'injustices il a été obligé de subir. Ikki ne répond pas et dit que cette fois, il a l'opportunité de montrer sa force et que cela ne le dérangerait pas si cela prenait des années pour que ce jour arrive enfin et maintenant ce jour est enfin arrivé et il ne peut pas le manquer. À ce moment, Nagi exprime son souhait que quelqu'un apparaisse dans sa vie qui puisse le protéger et parler pour lui quand il en a clairement besoin. Le lendemain, le moment de la confrontation d'Ikki avec Kirihara approche. Vos amis sont remplis d'anxiété et se demandent ce qui va se passer. Ils demandent à Ikki de passer un peu plus de temps avec eux avant le combat. Il préfère cependant attendre dans les vestiaires et réfléchir à sa stratégie. En arrivant à l'entrée du champ de bataille, Ikki trouve un message l'informant que son affrontement sera un véritable combat dans lequel il risque même de perdre la vie. Il doit donc accepter sa possible mort dans cette bataille, confirmant que ce qui se passera ne sera pas la responsabilité de l'école. Soudain, une fille vêtue d'un kimono le félicite d'avoir accepté si vite, car à ce stade beaucoup hésitent à continuer. Après cela, Ikki montre qu'il reconnaît la fille et mentionne que son nom est Sekio. Il commente également qu'il a entendu dire que cette année, elle serait l'instructrice à temps partiel, sur la recommandation de la directrice elle-même. Elle confirme que tout cela est vrai et se jette soudainement dans ses bras, l'invitant à une leçon privée spéciale avec elle. À ce moment-là, le directeur de l'école apparaît et la réprimande pour avoir harcelé ses élèves, et lui ordonne également de retourner à son poste. Peu de temps après, la rencontre tant attendue entre Ikki et Kirihara a enfin lieu. En arrivant sur place, tout le monde se moque de l'idée que le vainqueur de l'année dernière affronte un challenger. Les spectateurs regardent avec amusement ce qui est sur le point de se passer sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Kirihara se cache en utilisant sa technique de camouflage et attaque Ikki dans toutes les directions, lui causant beaucoup de dégâts. Réalisant qu'Ikki est trop nerveux pour penser clairement, Estla crie depuis le public pour lui dire de ne pas abandonner et de se vaincre en tant que lâche une fois pour toutes, ce qui permet à Ikki de reprendre ses esprits. Et en utilisant sa vision, il peut voir à travers la capacité de Kirihara. Puis Kirihara commence à lancer des attaques simultanées, mais Ikki voit maintenant ses attaques et parvient à les esquiver toutes. Ikki s'avance et Kirihara crie de désespoir. Il décide d'abandonner car il n'aime pas ressentir la douleur et ne veut pas être coupé par Ikki. Ainsi, Ikki est déclaré vainqueur. Cependant, avant la fin, il décide d'effrayer Kirihara en plaçant son épée très près de son aine, ce qui fait s'évanouir Kirihara à cause de la peur. D'autre part, Ikki, ayant utilisé son pouvoir de vision parfaite, devient inconscient à cause de l'épuisement de son pouvoir magique quotidien. Plus tard, nous voyons qu'il a reçu des soins médicaux et qu'Estla dort désormais paisiblement à ses côtés. Mais quand elle se rend compte qu'Ikki s'est réveillé, elle commence à le frapper pour s'être laissé blesser comme ça. Par la suite, Ikki avoue à Estla qu'il lui est profondément reconnaissant et révèle également qu'il l'aime de plus en plus. En entendant ce qu'Ikki a dit, Estla rougit et lui demande de fermer les yeux. Puis elle l'embrasse sur la joue et lui avoue qu'elle ressent la même chose pour lui. Cela remplit Ikki d'émotion et il la serre joyeusement dans ses bras. Il lui dit finalement que lorsqu'il est avec elle, il a l'impression qu'il peut tout accomplir, alors il
veut avancer avec elle et voir jusqu'où ils peuvent aller ensemble. Pendant ce temps, nous voyons que Shizuko est à l'extérieur de la pièce, écoutant ce qui se passe à l'intérieur, mais elle ne veut pas interrompre ce moment. Naji apparaît et fait un câlin à Shizuko, tout en disant qu'il aime aussi quand elle se comporte de cette façon. Plus tard, on voit qu'Estla est très concentrée sur son entraînement. Elle réfléchit à ce qui s'est passé avec Iki et nous apprenons qu'après l'incident, ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, 2 semaines se sont écoulées et Estla est un peu irritée par le fait qu'Iki n'ait pas essayé de se rapprocher d'elle. D'un autre côté, on remarque que la popularité d'Iki est en hausse puisqu'il a été victorieux dans tous les combats qui lui ont été assignés. Certaines filles lui demandent de les entraîner et Iki accepte. Cependant, Estla n'aime pas le fait qu'il y ait autant de filles autour de lui. Après la bataille, Iki arrive dans sa chambre où Estla l'attend. Elle essaie de lui rappeler qu'ils sont en couple depuis plusieurs semaines, mais qu'ils n'ont encore rien fait de typique d'un couple. Cependant, lorsqu'elle finit de parler, elle se rend compte qu'Iki est déjà allé directement au lit et s'est endormi. Le lendemain matin, Iki commence ses cours dans la cour de l'école. C'est alors que certains garçons, envieux de l'attention qu'il reçoit, décident de l'affronter mais sont facilement vaincus par lui. On voit alors que les garçons sont plus simples qu'ils n'y paraissent, et c'est pourquoi ils acceptent rapidement la défaite. Ils s'excusent ensuite auprès d'Iki et lui demandent d'être leur professeur, car ils souhaitent devenir beaucoup plus forts comme lui. Kagami, qui enregistre tous les enseignements d'Iki, se rend compte que même les jeunes le suivent. Nous découvrons plus tard que l'intention de Kagami est de publier ces informations sur internet et de réaliser beaucoup de profits, ce qui la remplit d'enthousiasme. Certains étudiants qui ont été témoins de la confrontation avec Iki se sentent inspirés et lui demandent de les laisser rejoindre l'entraînement. Plus tard, nous voyons que le groupe qu'Iki est censé enseigner s'est considérablement agrandi. À ce moment-là, Stella s'approche d'Iki pour lui offrir une bouteille d'eau mais est interrompue par Shizuko qui lui offre un jus d'orange. Iki accepte automatiquement et Shizuko remarque que Stella a 2 bouteilles cachées et lui demande ce qu'elle compte en faire. Stella répond qu'ils étaient pour elle et commence à boire l'un après l'autre. Quand elle a fini, elle demande à Iki de l'entraîner mais il lui dit que ce ne serait pas pratique. Stella ne comprend pas sa réponse et sort de la pièce sans lui laisser la chance d'en dire plus. Sur le chemin des dortoirs, Stella rencontre Naji et Naji dit qu'il cherche Shizuko pour lui montrer un jeu automne qu'il vient d'acheter. Ensuite, nous voyons que Stella a demandé à Naji d'emprunter le jeu car l'un des personnages ressemble beaucoup à Iki et elle passe tout l'après-midi enfermée dans sa chambre à jouer. Sa concentration est interrompue par Iki qui lui dit qu'ils doivent parler. Il explique ensuite qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne lui apprend pas et la réponse est simple, elle a déjà dépassé ses capacités. À ce stade, s'il essaie de lui apprendre à se battre, il risque de nuire à sa façon naturelle de gérer les choses. Alors Stella lui avoue finalement qu'elle compte aller à la piscine avec les autres et dit qu'elle adorerait qu'il les rejoigne. Le lendemain matin, les filles enfilent leur maillot de bain, générant une grande lueur autour d'elle qui sera bientôt accompagnée de quelques sangsueux. Cependant, lorsque Naji les regarde, tout devient sombre. À ce moment-là, nous voyons que les garçons qui ont défié Iki sont également dans la piscine, très reconnaissants de l'entraînement qu'Iki leur a donné. En les entendant, il leur dit de ne pas en faire trop, car ils ne se connaissent que depuis quelques jours. Plus tard, Iki demande aux garçons d'apprendre à respirer sous l'eau pour se concentrer sur leur moi intérieur. Cette pratique vous aidera à prendre conscience de votre énergie et à améliorer votre capacité pulmonaire. D'autre part, nous voyons Stella observer l'entraînement d'Iki à distance. Même si elle sait qu'il est très occupé, elle aimerait pouvoir passer beaucoup plus de temps seule avec lui. Alors, elle essaie de faire l'exercice proposé par Iki, mais alors qu'elle se concentre, elle est interrompue par Kagame qui lui demande où elle en est avec Iki. Cette question l'assurant lui fait avaler de l'eau tandis qu'elle perd sa concentration. Lorsqu'elle se rétablit, elle demande ce que Kagame veut dire exactement par là. Kagame lui dit alors qu'il a réalisé qu'elle était la petite amie d'Iki. Stella essaie de le nier, mais Kagame la force à dire toute la vérité et l'encourage à dire à Iki ce qu'elle ressent afin qu'il vienne la rencontrer bientôt. Plus tard, nous voyons Stella et Iki se rencontrer sous une fontaine. Profitant du moment, Iki décide de parler de leur relation et avoue à Stella qu'il est conscient que depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble, ils ne font plus d'activités typiques d'un couple. En entendant cela, Stella pense qu'Iki veut rompre avec elle et répond qu'elle est d'accord avec la décision qu'il prend. Iki se rend compte que Stella, comme toute petite amie jalouse, a encore mal interprété ses paroles et lui fait comprendre à quel point il l'aime et qu'il a hâte de la voir et de l'embrasser. Mais il craint qu'elle le considère comme un pervers ou comme un homme qui ne s'intéresse qu'à son corps. Il leur propose donc d'exprimer en même temps ce qu'ils veulent faire l'un à l'autre. Alors, ils avouent tous les deux qu'ils veulent s'embrasser et quand ils arrivent dans la chambre, on remarque qu'ils sont plus proches qu'avant. Soudain, Iki reçoit un message concernant la bataille à venir et est surpris de découvrir que ses adversaires sont des membres du conseil étudiant. Puis, dans un changement de scène, nous retrouvons Tomaru dans son combat contre Iki et elle utilise sa capacité à courir à la vitesse du son pour le perdre. Bien qu'il ne puisse pas la voir, Iki prédit son prochain mouvement et finit par gagner la confrontation en l'arrêtant juste après qu'elle ait tenté de l'attaquer. De l'autre côté, on voit Estla face à Seju. Le Seju se prépare à attaquer en utilisant sa capacité à augmenter le poids des objets lorsqu'il les fait tourner. Mais il sous-estime la force d'Estla et elle prouve qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait une note A, quelque chose que personne d'autre dans cette école n'a. Estla finit par écraser complètement Seju et obtient sa victoire. Cependant, Iki mentionne qu'il s'est blessé à la main. En entendant cela, Shizuko propose de rester la nuit et de prendre soin de lui. Elle commence à se rapprocher, ce qui pousse Estla à essayer de les séparer, mais Shizuko répond qu'Estla n'a rien à voir avec ça et qu'elle ne devrait pas intervenir. En réponse, Estla assure qu'elle et Iki ont une relation spéciale. À ce moment-là, Naji demande à Iki combien de temps il va permettre que cette situation perdure. Estla pense que Naji fait référence à sa relation avec Iki, mais Naji révèle qu'il a remarqué une
fille qui suivait Ikki depuis environ une semaine. Ikki remarque la présence de la fille et lui demande de sortir de sa cachette et de lui dire ce dont elle a besoin. Cela surprend la fille qui finit par tomber dans la fontaine de l'école. Plus tard, nous voyons qu'elle a dû être emmenée à l'infirmerie, mais elle est si timide qu'elle ne peut pas regarder les hommes dans les yeux. Nous découvrons ensuite qu'elle s'appelle Ayaz et qu'elle est en 3e année. En entendant son nom de famille, Ikki se rend compte qu'elle est la fille d'un samouraï renommé qu'il admirait à l'époque de son entraînement. Cependant, Ikki n'a pas entendu beaucoup de nouvelles de lui ces derniers temps et s'enquiert de son état. Ayaz l'informe que son père a subi un accident lors d'un duel et qu'il est désormais hospitalisé. Elle dit qu'elle se sent fière de voir quelqu'un d'aussi fort qu'Ikki admirait son père comme ça. Elle avoue alors qu'elle le suivait parce qu'elle voulait lui parler, mais elle manquait toujours l'occasion et finissait par le regarder de loin. Ayaz demande alors à Ikki de l'entraîner car elle s'entraîne seule depuis un certain temps sans voir aucun progrès dans sa technique. Ayaz confronte Ikki et lui demande d'évaluer ses capacités. Après un moment, Ikki se rend compte qu'elle n'évolue pas car elle essaie d'imiter les mouvements de son père. De plus, Ikki remarque qu'Ayaz ne voit pas de progrès car, en tant que femme, sa force musculaire est différente de celle d'un homme. Il doit donc s'appuyer sur d'autres muscles pour augmenter sa force. Soudain, Ikki s'approche d'elle pour corriger sa posture. Mais quand il touche ses jambes, elle commence à devenir très nerveuse. Puis ils reprennent le combat. Et avec les corrections d'Ikki, Ayaz voit des améliorations immédiates dans sa force. Cela la rend extrêmement excitée car elle a finalement réussi à évoluer après tant de temps d'entraînement seule. Plus tard, nous voyons Stella et Ikki se reposer dans le dortoir. Stella dit que même si elle sait qu'Ikki n'a aidé Ayaz qu'à l'entraînement, elle se sent toujours en insécurité. Compte tenu de cela, Ikki la rassure et lui assure qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car elle est la seule personne qu'il veut à ses côtés. Le lendemain matin, nous constatons que les compétences d'Ayaz se sont considérablement améliorées au point qu'elle peut suivre Stella. Après l'entraînement, Ayaz invite Ikki à déjeuner et Stella en profite pour manger sans se retenir. Cependant, Ayaz assure à Stella qu'elle va bien et exprime sa surprise quant au fait que malgré le fait qu'elle mange autant, Stella a toujours un beau corps. À ce moment-là, un groupe de garçons arrive sur les lieux et commence à insulter Ayaz. Ikki remarque qu'elle est mal à l'aise et intervient, leur demandant d'arrêter. Voyant la réaction d'Ikki, l'un des garçons fait semblant d'être gentil avec Ayaz. Il lui offre à boire, mais alors qu'elle s'apprête à le boire, elle est frappée par une bouteille. Un employé qui observe la situation court appeler les autorités, mais est arrêté par une femme qui utilise un parapluie pour cacher une partie de son visage. Stella, de son côté, est en colère contre l'humiliation qu'Ikki vient de subir et le gronde. Cependant, Ikki l'arrête et lui dit de ne pas s'inquiéter car l'agresseur a probablement juste glissé. Les autres garçons le taquinent, disant qu'il est un homme sans fierté. En réponse, le garçon qui l'a attaqué s'approche et lui crache directement au visage, lui faisant comprendre que ce qui s'est passé n'était pas un accident. Cela met en colère Stella, qui est sur le point de l'incinérer, mais elle est une fois de plus arrêtée par Ikki, qui lui dit qu'affronter un lâche comme lui ne ferait que les dégrader en tant que chevalier. Ce groupe décide alors de le laisser tranquille et quitte les lieux. Après cela, un garçon nommé Utaka félicite Ikki d'avoir évité le combat avec ce garçon, qui est l'un des 8 rayons de l'académie, appelé Kuraldo et affectueusement surnommé par Moikur. Puis la femme nommée Kanata commente que si les choses étaient devenues violentes, ils auraient dû intervenir. À ce stade, nous découvrons qu'Utaka et Kanata appartiennent tous deux au conseil étudiant de l'académie. Utaka propose alors de soigner Ikki avec sa capacité. Plus tard, Ikki demande à Yazi qui étaient ces gars et pourquoi elle était clairement dérangée par eux. Alors que Yazi est sur le point d'expliquer ce qui se passe, ils sont interrompus par un message de l'académie les informant que le prochain combat sera contre Ikki. Voyant cela, Yazi se tait et s'enfuit dans la direction opposée de l'école. Le lendemain matin, Stella exprime son inquiétude quant à l'absence de Yazi à l'entraînement. Shizuko demande si ce n'était pas exactement ce que Stella voulait car elle semblait très jalouse de Yazi. Après l'entraînement, Ikki rencontre Naji pour savoir s'il sait quelque chose sur Yazi. Naji lui dit que Yazi n'a aucune chance de le battre, donc elle doit préparer quelque chose. En entendant cela, Ikki montre à Naji le message que Yazi lui a envoyé, leur demandant de se retrouver au bâtiment 11 tôt le matin. Ainsi, Ikki est une fois de plus surpris de voir que Naji a toujours une longueur d'avance sur les choses. Naji prévient alors Ikki de se préparer à mettre fin à son amitié avec Yazi, car il est clair qu'elle a l'intention de le trahir. Un peu plus tard, Ikki retrouve Yazi sur le toit du bâtiment. Elle dit qu'elle l'a entendu parler de la promesse qu'il a faite à Stella, dans laquelle ils ont tous deux juré d'atteindre la finale et de s'affronter. Elle lui demande alors ce qui se passerait si, avant d'atteindre la finale, il affrontait un adversaire beaucoup plus fort. Ikki répond sans hésitation qu'il se battrait pour la justice avec tout ce qu'il a, afin de ne pas le regretter à l'avenir. Cependant, Yazi répond que la justice ne paie pas toujours. Soudain, Yazi active sa capacité et se jette au sommet du bâtiment, juste devant Ikki. Sans réfléchir à deux fois, Ikki se jette à ses trousses pour tenter de la sauver. Au milieu de la chute, afin d'atterrir en toute sécurité, il est obligé d'utiliser sa capacité spéciale, l'Itushura. Cette technique puissante finit par ouvrir un énorme trou dans le bâtiment, laissant une marque visible de son action désespérée. Une fois sur la terre ferme, Yazi s'approche de lui. À ce moment-là, Ikki réalise que la véritable intention derrière l'action audacieuse de Yazi était simplement de lui faire dépenser son pouvoir. Son plan a toujours été de le provoquer à utiliser sa compétence ultime. De cette façon, il ne pourrait pas l'utiliser dans le combat contre elle, ce qui le mettrait dans une situation de désavantage significatif. Ikki demande alors pourquoi elle a mis de côté sa fierté de chevalier et est si désespérée de gagner cette bataille. Elle répond qu'elle se fiche de ce qu'il dit et qu'elle doit gagner à tout prix, laissant Ikki presque inconscient après avoir utilisé sa capacité. Plus tard, nous voyons qu'Estla parle dans son sommeil et semble rêver d'Ikki, ce qui la met apparemment
apparemment dans une position plutôt embarrassante. Puis, Estla est réveillée par Ikki qui est tombée inconsciente sur sa poitrine, mais à cause du rêve qu'elle fait, elle pense que c'est autre chose. Après l'avoir appelé plusieurs fois, Estla se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas avec Ikki. Le lendemain matin, Ikki se réveille assez alarmé à l'infirmerie, inquiet d'avoir perdu le combat. Cependant, Estla le rassure en lui disant qu'il lui reste encore 3 heures avant la confrontation. À ce moment-là, Kurono entre dans la chambre d'Ikki. Elle enquête sur ce qui s'est passé dans le bâtiment 11 et soupçonne qu'il y est pour quelque chose. Ikki dit immédiatement qu'il acceptera n'importe quelle punition pour ce qu'il a fait. Cependant, il aimerait en savoir plus sur Yaz. Par la suite, Kurono informe que le père de Yaz, connu comme le dernier samouraï, a été blessé lors d'une bataille contre les Kura. Dans cette bataille, celui qui gagnerait recevrait tous les biens de l'autre. Après ce combat, le père de Yaz, nommé Keto, est resté inconscient pendant 2 ans, ce qui a fait que Yaz a non seulement perdu sa maison, mais aussi son père après cette confrontation. Nous voyons maintenant Yaz avec son père, se souvenant d'un passé où elle a été humiliée par Kura à plusieurs reprises. Et sa vie continue de la même manière, étant humiliée jusqu'à ce jour par Kura. Elle souhaite donc atteindre l'étape finale du festival des 7 étoiles et l'affronter pour enfin falsifier sa déclaration. D'un autre côté, Ikki est choqué par l'histoire que lui a raconté le directeur de l'académie. Il découvre que Yaz a perdu tout ce qu'elle possédait, étant emmenée au fond du puits. Nagi observe comment tout s'est passé et commente que lorsque quelqu'un est acculé, il devient capable de faire n'importe quoi. Après cela, Ikki demande à Stella de l'accompagner à un endroit avant le combat, car il a certaines choses dont il doit s'occuper. Plus tard, nous voyons que Yuri, le professeur, sera chargé de superviser le combat d'Ikki. Elle est prête à encourager la bataille et à apporter avec elle plusieurs fioles de sang pour rester consciente jusqu'à la fin. À ce moment-là, Yaz entre dans l'arène. Elle est surprise de voir Ikki arriver, car elle pensait qu'il serait toujours inconscient après avoir utilisé son pouvoir. Tout le monde est impatient de découvrir quelle est la capacité de Yaz. Des 6 combats qu'elle a remportés, elle n'a utilisé que sa technique d'épée pour sortir victorieuse. Ainsi, les chances d'Ikki peuvent varier en fonction des pouvoirs qu'elle possède. Lorsque la bataille commence, Ikki tente d'attaquer Yaz, mais est mystérieusement coupé sans pouvoir s'approcher d'elle. Il recule pour évaluer la situation, mais même sur ses gardes, il est à nouveau touché. Cela conduit à la conclusion que Yaz a la capacité de créer des portails qui la traversent lorsqu'elle les active. Cependant, pour que cela se produise, elle doit avoir préparé le champ de bataille à l'avance. Les deux s'engagent dans un combat au corps à corps et Ikki est renversé par Yaz qui le pousse dans un piège. Nagi commente que Yaz triche et que si cela est découvert au plus fort du combat, elle sera disqualifiée. À ce stade, il est montré qu'Ikki a emmené Estla rendre visite à Yuri avant le combat. Il soupçonnait déjà que Yaz pourrait tricher, mais il a demandé au professeur de l'ignorer car il avait un plan en tête. Ainsi, même en sachant que Yaz utilise des astuces, Yuri n'interrompt pas le combat. Plus tard, nous voyons que l'objectif d'Ikki est de regagner la fierté de Yaz. Il commence à montrer qu'il a toujours connu sa technique et qu'il peut l'esquiver avec facilité. Cela provoque la panique de Yaz et lui fait dépenser toute sa puissance restante dans une attaque finale. Cependant, Ikki réalise ses intentions et la frappe d'un coup qui la laisse inconsciente, mais sans la blesser gravement, ce qui est un signe qu'il veut toujours être son ami. Finalement, Ikki dit à Yaz de le laisser récupérer ce qu'elle a perdu. Cela l'assurant, car elle se comporte comme si elle était la pire personne au monde. Malgré tout, il a l'intention de l'aider. Puis Stella tend la main et dit que les amis n'ont pas besoin d'une raison pour s'entraider. Yaz se met alors à pleurer, réalisant à quel point elle avait tort. Nous découvrons maintenant que Kura n'est pas un étudiant ordinaire. Il est dans sa 3e année à l'académie et a l'habitude d'envahir d'autres académies et de détruire les écoles d'arts martiaux dans toute la ville. Il a également été le prestigieux finaliste du festival des 7 étoiles et est craint comme un épéiste meurtrier. Après ces événements, Yaz révèle un fait surprenant à Ikki. Lorsque Kura a affronté son père, il n'a pas utilisé sa capacité spéciale. Peu de temps après, nous voyons Ikki arriver à l'ancienne maison de Yaz. Son objectif est de défier Kura en duel, en pariant sur le dojo familial de Yaz comme prix. Sans perdre de temps, Kura invoque son épée. Son arme a une apparence épineuse et a la capacité de se déplacer sous tous les angles. Cette capacité permet à Kura d'attaquer Ikki à distance, le forçant à esquiver pour se rapprocher. Après un moment de combat, Kura lance une attaque surprise, qu'Ikki parvient à éviter de justesse. À ce moment-là, Ikki réalise la véritable capacité de Kura, qui dans ce cas sont ses réflexes surhumains. Sa capacité est assez simple, du moins pour Ikki. Alors que les réflexes d'une personne moyenne tournent autour de 300 millisecondes, Kura a un temps de réaction de seulement 0,5 millisecondes. Cela signifie qu'il est à un niveau bien supérieur aux autres. Avant qu'Ikki ne puisse faire un seul mouvement, Kura a déjà lancé 2 ou 3 attaques. Cette capacité lui permet d'esquiver des coups qui seraient normalement impossibles à éviter. De plus, il peut corriger la trajectoire de son épée en un instant pour attaquer sous des angles complètement inattendus. Cependant, Kura dit à Ikki que savoir tout cela est inutile car ses réflexes sont une capacité innée. Par conséquent, peu importe combien il entraîne son corps ou combien de tactiques il utilise, il ne pourra jamais le vaincre. Kura est déterminé à vous montrer que ce n'est que le début de son pouvoir. Ils reprennent le combat et on voit que Kura a augmenté sa vitesse, donnant l'impression qu'il utilise 2 épées en même temps. Mais voyant qu'Ikki est toujours capable de le bloquer, il accélère encore plus ses attaques jusqu'à donner l'illusion qu'il utilise 4 épées. À cause de cela, Ikki est incapable d'esquiver toutes les attaques et finit par être blessé plusieurs fois. Yazi, inquiète après avoir vu Ikki blessé, tente d'arrêter le combat, mais Estla l'arrête et lui assure qu'Ikki n'a pas l'intention de battre en retraite. Elle sait qu'Ikki est déterminé à continuer la bataille, alors Estla demande à Yazi si son père était vraiment mortifié lorsqu'il a affronté Kura ce jour-là. Cela
met Yasi en colère, qui répond que si ce n'était pas pour Kura, elle et son père seraient toujours heureux. Estla commente que c'est ce qu'elle croit, mais ce n'est peut-être pas vrai, car son père était connu comme un puissant épéiste et a gagné le surnom du dernier samouraï. Alors, Estla imagine que parce qu'il était une telle personne, il passait certainement ses journées à se lamenter en voyant son corps rouillé. Cependant, lorsqu'il n'a pas d'autre choix que de mourir de rouille, il recherche celui qu'il veut défier. En bref, Estla dit que peut-être ce duel entre son père et Kura était un cadeau pour son père. Soudain, Yasi se souvient de l'expression de joie de son père le jour où il a affronté Kura. Elle se rend compte qu'elle ne pouvait vraiment pas comprendre l'esprit et l'âme d'un combattant. À ce moment-là, ils sont interrompus par le combat intense entre Kura et Iki. Là, Estla réalise la faiblesse de Kura. Sa vitesse diminue sa résistance. C'est un défaut qu'Iki réalise et décide d'exploiter en utilisant son attaque ultime. Il s'agit d'une technique du dernier samouraï qu'Iki a apprise lors de son entraînement avec Yasi. Voyant cela, Kura lance son attaque fatale, croyant qu'Iki ne pourra pas l'esquiver. Cependant, au lieu de l'éviter, Iki le transperce avec sa technique et finit par blesser Kura qui, avec une expression satisfaite, avoue que cela valait la peine d'attendre 2 ans à cet endroit. Puis, avec un regard de défi, il dit à Iki qu'il l'attendra à la finale du tournoi des 7 étoiles. Juste avant que Kura ne quitte les lieux, lui et Iki parlent de l'avenir du dojo. Kura, avec une attitude indifférente, assure à Iki qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut avec le dojo puisqu'il est le vainqueur. Finalement, Yasi s'approche d'Iki et, une fois de plus, s'excuse auprès de tout le monde pour les ennuis qu'elle a causés. Elle avoue qu'elle ne se sent pas prête à continuer à succéder à l'académie de son père. À la lumière de cela, Iki révèle que sa dernière attaque a été possible grâce à elle, car elle a suivi les enseignements de son père avec une telle ferveur qu'il a pu apprendre pendant qu'il se battait. N'ayant plus rien à ajouter, Yasi accepte l'opinion d'Iki et décide de suivre le chemin de son père. Plus tard, Estla et Iki parlent de ce qui s'est passé et sont informés que le père de Yasi s'est réveillé. D'autre part, nous voyons que dans une tentative de regagner son honneur, Yasi a fini par avouer qu'elle avait triché lors de sa confrontation contre Iki et pour cette raison elle a été disqualifiée du tournoi. Nous découvrons maintenant qu'Estla et Iki font partie des meilleurs finalistes des étudiants de première année. C'est pour cette raison que la directrice les invite au centre de formation de son académie en guise de récompense. Plus tard, ils s'y rendent et Estla est très excitée car ils n'ont pas eu de temps seuls depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Sur le chemin de la ferme, Estla se plaint d'avoir très froid alors Iki lui prête sa veste pour qu'elle puisse se réchauffer. Soudain, au sommet de la colline, Iki prévient Estla que les membres du conseil étudiant les attendent et ils se mettent automatiquement sur leur garde. Plus tard, nous voyons Estla jouer au badminton contre Atomaru, mais du point de vue d'Iki, cela ressemble à un type de jeu différent puisqu'ils utilisent pratiquement leur pouvoir. Ensuite, les membres du conseil commentent que peu importe à quoi ils jouent, ils sont heureux parce qu'Estla est en compétition avec Atomaru, ce qui leur enlève beaucoup de poids des épaules. C'est parce que c'est très fatigant de jouer avec elle, car une fois qu'elle commence, elle ne veut plus s'arrêter. Cependant, Takata précise qu'ils ne sont pas venus à cet endroit uniquement pour s'entraîner. Dans un mois, les étudiants représentant l'école s'entraîneront dans cette ferme, et il est du devoir du conseil étudiant de garder l'endroit propre. Comme ils n'avaient pas assez de mains, ils ont demandé de l'aide au directeur. Takata dit alors à Iki qu'il est reconnaissant qu'ils aient été envoyés car Atoka voulait le rencontrer depuis longtemps. Cependant, elle se détend ce jour-là et n'est donc pas avec eux. Après avoir terminé ses tâches, Estla mentionne qu'elle aimerait aller au sommet de la montagne pour voir la cascade. Sur le chemin vers l'endroit, Iki remarque qu'Estla est à court d'énergie et suppose qu'elle n'a mangé que 2 bols de nourriture pour le déjeuner alors qu'elle en mange normalement 7. Ce commentaire la met mal à l'aise et elle explique que c'est parce qu'elle n'avait pas fait d'exercice ce jour-là et qu'elle n'avait donc pas beaucoup d'appétit. De plus, c'est la première fois qu'elle sort avec eux deux, donc elle ne veut clairement pas tout gâcher. Plus tard, la santé d'Estla se détériore et elle craint d'être enceinte à cause du baiser qu'elle a partagé avec Iki. À ce stade, Iki explique que la grossesse ne se déroule pas de cette façon et qu'elle a probablement un rhume. Estla se rend compte qu'elle n'a jamais été malade auparavant et se sent trop faible pour continuer. Soudain, il commence à pleuvoir et ils sont obligés de chercher refuge dans une cabane abandonnée. Cependant, ses vêtements sont trempés à cause de la pluie et Iki suggère à Estla de les étirer pour éviter que sa température corporelle ne baisse. Estla est surprise par cette suggestion, mais Iki lui assure qu'il fera de même pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Elle accepte finalement car ce n'est pas la première fois qu'il la voit en sous-vêtements. Cependant, elle se sent si faible qu'elle ne peut pas se déshabiller. Réalisant cela, Iki décide de l'aider le plus rapidement possible. Lorsqu'il a terminé, Estla se rend compte qu'il a eu beaucoup de mal à l'aider à se déshabiller et remarque sa réaction physique évidente. Elle lui dit alors qu'il n'a pas besoin de se sentir mal à l'aise face à la situation car cela ne la dérange pas. Au contraire, elle est heureuse qu'il s'intéresse à elle de cette façon. Estla prend alors courage et demande à Iki s'il aimerait coucher avec elle. Cependant, Iki explique qu'il apprécie beaucoup leur relation et veut se présenter avec dignité lorsqu'il rencontrera ses parents. Il décide donc de décliner l'invitation. À ce moment-là, Iki reçoit un appel du conseil étudiant et l'informe qu'ils sont à la cabane. Soudain, nous avons remarqué quelqu'un dans les buissons qui se cachait et les observait. Dans un changement de scène, nous voyons Shizuko recevoir un message de sa mère lui demandant de rentrer à la maison. Cependant, elle est découragée par l'idée de retrouver sa famille. De retour chez elle, elle s'enferme dans sa chambre pour un moment de solitude. Mais ce bref répit est interrompu lorsque son père l'appelle et la félicite d'avoir été première au tournoi de sa classe. Ce commentaire exaspère Shizuko car son père semble ignorer l'existence de son frère. Elle mentionne qu'Iki se démarque et est l'un des favoris du tournoi, mais il est complètement ignoré. D'autre part, nous voyons Estla qui dort profondément. Soudain, Iki remarque
remarque un fort tremblement et sort pour enquêter sur ce qui le provoque. Il découvre que derrière la cabane, il y a un énorme golem sur le point de détruire l'abri où se trouve Estla. Il est donc obligé d'utiliser son pouvoir magique pour la sauver et se concentre sur la destruction du golem. Cependant, pendant qu'Iki s'occupe du golem, une armée de créatures similaires s'approche et est sur le point de capturer la stèle. Heureusement, elle est sauvée par Tuka et nous voyons alors que tous les membres du conseil étudiant sont là pour les aider. Ils sont rapidement acculés car les monstres de pierre ne s'arrêteront pas tant que le blazer qui les contrôle ne sera pas capturé. À ce moment-là, Tuka arrive sur les lieux et utilise son pouvoir magique de foudre pour éliminer tous les golems d'un seul coup, brisant ainsi la connexion de l'ennemi avec eux. Ainsi, nous apprenons que Tuka a été classé parmi les 4 premiers du tournoi des 7 étoiles et est reconnu comme le plus fort de l'académie. D'autre part, nous voyons Shizuko recevoir un message pour son prochain combat qui sera contre Tuka. Maintenant, nous voyons un souvenir de Shizuko qui a démontré une grande puissance dès son plus jeune âge. Compte tenu de cela, les adultes de la famille Kurogan craignaient sa force. Pour cette raison, elle a toujours méprisé les humains et le fait qu'elle soit l'une d'entre eux. Un jour, Iki a mis fin à sa tyrannie et il lui a appris que ce qu'elle faisait était mal car malgré tout, il était la personne la plus faible de la famille. En conséquence, Iki a fini par être battu pour son manque de respect envers sa sœur. Cependant, à partir de ce jour, Shizuko décida de le suivre. Pourtant, jusque-là, elle ne savait rien de la cruelle réalité à laquelle son frère devait faire face aux mains de sa famille. Le lendemain matin, les autorités déclarent que le golem apparu au camp scolaire est un survivant de la tribu des géants. En réponse à cela, le NAC demande aux garçons s'ils ont une idée de qui aurait pu envoyer ce golem. Iki informe que les membres du conseil des étudiants enquêtent sur l'affaire. À ce moment-là, NAC demande s'il a eu la chance de rencontrer le président du conseil étudiant, ce à quoi Iki répond qu'il n'a pas encore eu cette opportunité. Il exprime également son inquiétude quant au fait qu'un adversaire éclair soit le rival de sa sœur, car Shizuko a tendance à se surmener. NAC précise ensuite que l'eau de Shizuko génère une tension si élevée qu'elle ne conduit pas l'électricité. De ce fait, il est possible que Shizuko remporte facilement la présidence. Enfin, c'est l'heure du combat entre le président Tuka et Shizuko. Shizuko crée immédiatement un piège de glace, mais nous réalisons que Tuka est incroyablement rapide et parvient à blesser Shizuko. Cela impressionne tout le monde dans le public, mais soudain, il réalise que le coup n'a touché qu'un clone d'eau. Peu de temps après, nous voyons Shizuko apparaître du côté opposé de l'attaque. Cependant, l'épée de Tuka parvient à blesser son bras et elle se soigne rapidement avec la magie de l'eau. Après cela, Tuka réduit la distance entre eux et commence à attaquer soudainement. Mais Shizuko est agile et échange son vrai corps avec celui des clones. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle fait ça, elle finit par se couper. Pourtant, elle est déterminée à gagner ce combat et à accéder à la finale pour affronter son frère. Par conséquent, elle continue de soigner ses blessures avec la magie de l'eau et commence à lancer des attaques à longue portée que Tuka esquive facilement. Réalisant cela, Shizuko recourt à son épée d'eau et tente de tromper Tuka avec ses claws. Cependant, Tuka parvient à déterminer sa véritable position et met fin au combat d'un seul coup en utilisant sa technique du tonnerre. Après le combat, Nagi, Stella et Iki rendent visite à Shizuko à l'infirmerie, mais elle leur demande de partir. Iki respecte sa demande et part, mais Nagi décide de rester. À ce stade, Shizuko insiste pour que Nagi parte également. Mais Nagi la serre dans ses bras et dit que son frère a regardé le combat jusqu'au dernier moment. Il déclare ensuite qu'il sait que Shizuko lui a tout donné jusqu'à la fin, elle n'a donc pas besoin d'avoir honte de sa défaite. Après cela, nous voyons un homme mystérieux avec un chapeau recevoir un appel avec l'information que la nouvelle a perdu le tournoi. Il semble être responsable de l'attaque du golem et prépare quelque chose contre Iki. Nous voyons maintenant que Tuka, Stella et Iki se sont qualifiés pour les demi-finales. Peu de temps après, le principal Kurono convoque Iki et lui demande s'il a des connaissances sur le fonctionnement de la Fédération des Chevaliers Magiques. Elle lui montre ensuite une photo d'un homme nommé Akaza et nous réalisons qu'il s'agit du même individu responsable de l'incident avec les golems. Iki révèle ensuite au principal Kurono que cet homme est un membre de la famille Kurogan et qu'il travaille clairement pour son père. Sur ce, le directeur Kurono informe qu'Asaka supervise désormais le comité d'éthique japonais et qu'il a infiltré l'académie. En raison de ces problèmes, le réalisateur a personnellement contacté le père d'Iki. Elle dit à Iki qu'elle n'aurait jamais imaginé que son père aurait recours à des tactiques aussi sournoises. Iki exprime alors ses soupçons selon lesquels Akaza agit de son propre chef, car cet homme l'a toujours détesté en tant que membre de la famille principale. À cause de cela, il assure qu'Asaka cause des problèmes à l'école et décide de se retirer pour éviter de nouvelles complications. En entendant cela, le directeur Kurono rappelle à Iki que son devoir en tant qu'éducatrice est de protéger tous ses élèves, y compris lui. Plus tard, Iki et Estla sont convoqués par le conseil des étudiants. Lorsqu'ils atteignent la porte du bureau, ils trouvent Tuka qui se précipite pour s'occuper des affaires du conseil pendant que les autres membres perdent leur temps à jouer à des jeux. Soudain, à cause du désordre créé par ses compagnons, Tuka trébuche et tombe au sol et en réalisant qu'Iki et Estla étaient déjà arrivés, elle se lève rapidement et les accueille comme si de rien n'était. Cependant, Estla remarque que la jupe de Tuka a été soulevée, laissant ses sous-vêtements visibles. Estla est surprise par ce comportement car elle ne s'attendait pas à ce que le président du conseil qui a atteint les demi-finales ait cette personnalité. Ensuite, Estla, Iki et les membres du conseil des étudiants se rendent dans un foyer d'aide sociale car les enfants là-bas aiment vraiment Tuka. À ce stade, Takata explique que lui et Tuka viennent tous deux d'endroits similaires à ceux de ses enfants et c'est pourquoi ils prennent toujours le temps de leur rendre visite. Ils sont également invités à aider les enfants et comme Estla est très célèbre pour être une princesse, les enfants voulaient vraiment l'impressionner. Après cela, ils s'organisent en groupe pour s'occuper des enfants et Iki finit par
par être chargée de préparer la nourriture en compagnie de Tuka. À ce moment-là, elle décide de lui révéler l'origine de sa force, car elle sent qu'Iki l'avait déjà découverte en assistant à son combat contre Shizuko. Elle explique ensuite que les êtres humains sont comme des ordinateurs vivants et que toutes les actions sont contrôlées par des signaux électriques. Comme elle est une utilisatrice de foudre, elle peut recevoir ces courants électriques, ce qui lui permet de prédire les actions des gens. Il n'est donc pas possible de la tromper car elle peut lire les véritables mouvements de l'adversaire. Par conséquent, Iki conclut que grâce à cette capacité, Tuka a pu détecter les pièges et les attaques soudaines de Shizuko. Après la conversation, Tuka informe Takata et Iki qu'elle s'occupera du reste de la nourriture pour qu'ils puissent se reposer. Iki se retrouve alors incapable de quitter Tuka des yeux et Takata en profite pour lui dire que dans l'endroit d'où ils viennent, de nombreux enfants ont vécu des situations compliquées. L'un d'eux était particulièrement viol, mais grâce à la décision de Tuka de ne pas l'abandonner, ce garçon a commencé à vivre comme un véritable être humain. Elle lui disait qu'avant d'aller à l'orphelinat, ses parents lui donnaient beaucoup d'amour et d'affection. Même après leur départ, ses souvenirs continuent de la soutenir et elle veut donc rendre tous les enfants heureux et leur donner de précieux souvenirs à chérir dans le futur. Pour cette raison, Takata admire profondément Tuka car elle est devenue la force et l'espoir des enfants, montrant que même si l'on est sans privilège, il est possible d'aller loin avec des efforts et de la persévérance. Plus tard, nous voyons Iki et Estla dans le bus en route vers l'académie. Pendant ce temps, Iki réfléchit à la façon dont les capacités de Tuka ne sont pas pour son propre bénéfice, mais pour donner de la force aux autres. Et cela vous fait vous demander ce qui vous motive à vous battre. En arrivant à l'école, Nagi et Shizuku apprennent qu'une photo de lui avec Estla a été divulguée aux journaux. Iki finit par être accusé d'indécence publique, voire même d'avoir causé des problèmes au sein de la Fédération des Chevaliers Magiques. Cette nouvelle met Estla en colère, qui finit par brûler le journal qu'elle a entre les mains. À ce moment-là, Akaza apparaît et demande à Iki de l'accompagner car il a été décidé qu'il y aurait une audience pour le juger car ce scandale ne peut être autorisé nulle part. Cependant, nous découvrons que tout cela n'est qu'un stratagème d'Akaza pour torturer Iki et le garder confiné. En conséquence, les combats d'Iki se déroulent à l'endroit où il est retenu prisonnier et de fausses nouvelles commencent à se répandre, affirmant qu'il est à peine capable de vaincre ses adversaires. Tout pour le discréditer. De plus, il lui est interdit de communiquer avec tout étranger qui tenterait de lui rendre visite. Pendant ce temps, les combats à l'académie continuaient sans aucun problème, mais les étudiants continuaient à parler en mal d'Iki et aussi d'Estla. Cette situation conduit Estla à penser à rompre avec Iki car elle pense que tous ces problèmes surviennent à cause d'elle. Ce commentaire irrite profondément Shizuko qui finit par attaquer Estla avec un jet d'eau. Elle dit que son frère traverse tout cela précisément pour être avec elle et que ce serait une trahison si elle pensait ne serait-ce qu'à l'abandonner maintenant. Maintenant, nous voyons qu'Iki a l'opportunité de rencontrer son père. Là, il demande si en remportant le tournoi 7 étoiles, il pourra enfin être reconnu. Cependant, son père précise qu'il n'a jamais été rejeté parce qu'il était faible, mais plutôt parce que la famille Kurogan considère comme un gaspillage de former quelqu'un qui a un pouvoir médiocre et pense qu'il peut accomplir quelque chose de grand. Pour lui, Iki doit continuer à agir comme s'il n'existait pas, car si les gens sans talent commencent à croire qu'ils peuvent devenir forts, cela mettra en danger la hiérarchie de la nation. À ce moment-là, Iki se rend compte que son père ne le déteste pas, mais qu'il a toujours été invisible à ses yeux depuis le début et cela le fait crier d'impuissance, car il se rend compte que pendant tout ce temps, il a essayé de devenir plus fort pour prouver que son père avait tort. Mais en réalité, il n'a jamais vu une réelle chance d'être reconnu et la relation entre les deux n'a jamais existé depuis le début. Finalement, il est décidé que le dernier combat d'Iki sera contre Tuka. À ce moment-là, la maison propose que s'il remporte le combat, il pourra prouver sa valeur en tant que chevalier devant le public. Dans ce cas, le conseil d'éthique ignorera tout l'incident, mais s'il perd, il devra promettre de renoncer définitivement à devenir un chevalier magique. Après cela, nous voyons que la volonté de combat d'Iki est brisée à cause de la conversation qu'il a eue avec son père. N'importe qui à sa place ressentirait la même chose. Après tout, toute sa motivation pour devenir plus fort était basée sur un objectif sans fondement qu'il ne pourra jamais atteindre. Maintenant, il se retrouve sans but clair, ce qui est très triste. Plus tard, Tuka appelle Shizuko pour la convaincre de faire abandonner le combat à son frère car il est contraint de participer sur ordre de l'organisation des chevaliers magiques, mais il est loin d'être dans sa meilleure condition physique ou mentale. Ensuite, nous voyons Tuka parler à Takata qui malgré tout reconnaît que quel que soit le résultat du combat contre Iki, ce combat ne peut pas être considéré comme équitable. Après tout le monde sait que ce combat a été manipulé par des adultes qui veulent détruire Iki à tout prix. Le lendemain matin, nous voyons qu'Akaza a réussi à faire diffuser le dernier combat d'Iki à la télévision nationale. Il a également laissé Iki à lui-même, ce qui a provoqué un retard. Après cela, Iki se rend sur le lieu du combat, mais sa faiblesse et son apparence usée sont perceptibles. Il commence à se critiquer pour avoir choisi ce chemin de souffrance et de solitude, mais à ce moment-là, il se souvient des paroles de son grand-père qui l'ont autrefois encouragé, mais qui maintenant ne lui causent que de la douleur. Soudain, ses hallucinations sont interrompues par Shizuko qui l'attend sur le chemin de l'académie. Elle lui montre ensuite que tous ses amis sont là, l'encourageant à gagner le combat malgré son état. Puis, Estla arrive pour annoncer qu'elle a gagné son billet pour le tournoi des 7 étoiles comme elle l'avait promis. Quand Iki la voit, il se souvient que son objectif est de l'affronter dans le tournoi comme ils l'ont promis. Ici, on remarque que les yeux d'Iki ont recommencé à briller et il se sent honteux d'avoir eu des pensées aussi faibles. Après cela, il se dirige vers le champ de bataille où Tuka est déjà prête à utiliser toute sa puissance contre lui. Avant que le combat ne commence, Iki décide d'utiliser son attaque ultime contre elle dès le début car il sait qu'une stratégie
stratégie trompeuse ne fonctionnera pas. Touka réalise ce qu'il a l'intention de faire, alors elle se prépare à tout faire également. Finalement, ils avancent tous les deux l'un vers l'autre et Touka se retrouve avec son épée brisée et tombe inconsciente après avoir reçu le coup d'Iki. En voyant tout cela se produire, Akaza refuse de croire ce qui se passe et décide d'aller sur le champ de bataille pour achever Iki de ses propres mains, car il ne permettra pas à un échec comme lui de déshonorer le prestige de la famille Kurogane. Cependant, Estla court sur le champ de bataille et démolit la maison comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Iki est à peine capable de se lever après avoir utilisé sa dernière attaque et attend qu'Estla accepte d'être sa famille à partir de maintenant, et elle accepte avec joie. Nous voyons maintenant Itsuki, le père d'Iki, regarder le combat lorsqu'il est interrompu par le roi de Vermillon, le père d'Estla. Il l'avertit de ne pas impliquer sa fille dans des projets d'adultes. D'un ton menaçant, il dit également qu'Iki ne mérite pas de subir tout ce qu'il essaie de faire. Il dit qu'en tant que père, il ne souhaiterait jamais de mal à ses enfants. Après cela, nous découvrons que le roi de Vermillon était assez mal à l'aise avec la demande d'Iki et Akaza a été expulsé du comité d'éthique. Ensuite, une cérémonie de remise des prix aura lieu pour les gagnants de l'académie qui représenteront l'école au tournoi des 7 étoiles. Contrairement au précédent, plusieurs vainqueurs ont une note D, ce qui montre que la façon dont les coureurs sont classés est erronée et ne représente pas le véritable potentiel de chaque individu. Il est ensuite révélé qu'Iki sera le chef du groupe de gagnants, récompensé par la présidente du conseil étudiant elle-même. Elle dit qu'elle se sent fière de l'avoir combattu. En entendant cela, Iki répond que tout était possible car Touka a dépassé ses limites au dernier moment et il la voit comme une grande adversaire qui pourrait le vaincre à l'avenir. Touka dit alors que gagner signifierait enlever l'espoir de ceux qui ont perdu et c'est pourquoi Iki devrait être fier de sa position, peu importe que son père l'aime ou non, car sa vraie famille a toujours été avec lui depuis le début de l'histoire.